Bonjour à tous. Je suis heureux que certains aient pu rester jusqu'à cette heure-ci. J'avais peur qu'il n'y ait plus personne. Au moins, vous êtes les derniers survivants. Aujourd'hui, je suis là pour parler de la décarbonation de l'industrie et comment les financements publics peuvent être un levier de finance et de croissance. J'aime bien commencer cette conférence en posant une problématique et une réflexion et se demander combien vaudrait une usine en 2030 qui n'aurait pas initié sa décarbonation, qui serait toujours le même système qu'en 1990 ou en 2000 et qui n'aurait rien initié. La réponse, il y a une étude qui montre qu'elle vaudra quasiment plus rien si elle existe encore. Elle sera balayée par ses concurrents qui, eux, auront fait le choix de la décarbonation. Les appels d'offres, eh bien, les critères des appels d'offres et les critères de réponse et d'analyse des clients, la décarbonation et le bilan carbone rentreront, hein, ils rentrent déjà, mais rentreront de plus en plus dans les appels d'offres, hein, la décarbonation. Et donc voilà, hein, c'est se dire qu'en 2030, une usine qui n'aurait pas initié sa décarbonation ne vaudrait plus rien et serait dépassée complètement par ses concurrents. Et donc les financements publics sont là en partie pour accompagner les industriels à aller dans ce virage-là. Les industries, elles font face à deux défis, hein. Le défi, c'est de se décarboner. Ça coûte cher, et il faut rester compétitif. Et comment être compétitif tous en se décarbonant? Il y a plein de réponses, hein. On y a répondu cet après-midi, notamment à travers l'innovation, quand les personnes nous ont parlé de récupération de chaleur fatale. C'est une bonne réponse. Et il y a également les financements publics. Lorsque sur un projet qui coûte 1 million, hein, je prends un chiffre au hasard, on peut avoir 30 ou 40% de financement public, de subvention, le ROI est automatiquement amélioré de fait. Donc Axelium, hein, je représente Axelium aujourd'hui. Axelium est un cabinet expert en financement public. Notre rôle est donc d'accompagner nos clients industriels, mais pas que, dans le monde du financement public. Aujourd'hui, il existe plus de 2000 dispositifs à destination des entreprises pour les aider à innover, à se moderniser ou se décarboner. Là, aujourd'hui, on parle du troisième enjeu, la décarbonation. Et notre rôle, ça va être donc d'aiguiller nos clients tout d'abord sur le bon dispositif qui peut les accompagner, parce qu'en fonction de leur territoire, en fonction de leur localisation, de leur ville, de leur région, de leur département, les dispositifs ne vont pas être identiques. En fonction de leur secteur d'activité, les dispositifs ne sont pas identiques. Voilà, donc il y a une complexité qui rentre en jeu dans le financement public qui fait que d'un client à un autre, les dispositifs ne sont pas les mêmes. Et notre premier travail, ça va être donc de les aiguiller sur le bon dispositif qui sera en mesure de les accompagner. Ensuite, notre deuxième métier, c'est les accompagner sur le montage de ces dossiers. Le financement public, ça passe par des montages de dossiers relativement lourds et on les accompagne de A à Z sur le montage de ces dossiers. On a parlé du double enjeu de l'industrie pour répondre aux objectifs de décarbonation, hein. L'Europe, la France et l'Europe se sont donné des objectifs très, très ambitieux. Et notamment, la France, pour y répondre, a mis en place le plan France 2030 qui a, bon, pour un budget de 54 milliards, mais le chiffre importe peu, mais c'est plutôt 50% de ces 54 milliards qui sont fléchés vers la décarbonation et une grande partie vers la décarbonation de l'industrie, sachant que l'industrie représente une bonne partie des émissions carbone aujourd'hui en France et dans le monde. Alors pour décarboner, il y a différents leviers. Il y a le levier de l'innovation, on en a parlé tout à l'heure avec la décarbonation, avec différents systèmes qui viennent décarboner, qui viennent réduire les émissions carbone directement. Il y a l'optimisation des ressources naturelles. Alors on arrive à l'éco-conception, le sujet dont vous parliez juste avant. C'est une autre pratique qui peut amener à la réduction des émissions. L'adoption d'énergies renouvelables, hein, comme une usine au fioul lourd ou au gaz passe à l'électrification, eh bien, elle peut bénéficier de subventions également.
Et enfin, le recyclage, la valorisation des déchets et l'économie circulaire. Hein, donc tous ces sujets, tous ces leviers permettent aujourd'hui à des industriels de se décarboner. Bon, on a fait le constat qu'il y avait des défis, il faut se décarboner, il y a des moyens de se décarboner, mais les entrepreneurs sont souvent perdus dans cette complexité. Et en France, on a la chance de bénéficier de différents acteurs du financement public, comme l'ADEME notamment, hein, la BPI, France Agrimaire, les agences de l'eau, sont là pour accompagner les dirigeants d'entreprises, qu'ils soient industriels ou pas, à investir dans la décarbonation. Et donc il y a plusieurs briques. Hein. On peut aller les voir un petit peu comme un chemin qui les aide à investir. Dans un premier temps, il y a des aides à la formation. On va pouvoir former les décideurs. Donc la BPI, l'ADEME, à travers des parcours de formation qui sont à destination des dirigeants ou des directeurs d'entreprises, sont là pour les former et les sensibiliser à la décarbonation. Si on ne sait pas ce que c'est la décarbonation, si on ne sait pas comment y travailler, ben les dirigeants ont du mal à prendre les bonnes décisions. Donc le premier sujet, c'est de les former. Et la BPI et l'ADEME, à travers différents dispositifs, sont là pour les former. La deuxième étape du chemin, c'est les diagnostics. Hein. Une fois qu'on est formé, on n'est pas formé forcément, on ne devient pas ingénieur en 3 formations, on a besoin de se faire accompagner par des professionnels qui sont là, qui viennent faire des diagnostics au sein des sociétés. Et donc, encore une fois, la BPI, à travers le Diag Éco-Conception, je ne sais pas si vous l'avez cité tout à l'heure, mais un des diagnostics, mais il y a le Décarbaction également qui est là pour venir. Hein, donc ils viennent, donc là c'est des experts qui viennent au sein des usines, au sein des entreprises, déterminer sur quelle partie du process il y a un intérêt de travailler pour décarboner. Hein, dans une usine, tous les process ne sont pas forcément à revoir. On peut aller chercher des points spécifiques. Une fois qu'on a identifié ces points spécifiques, il faut voir s'il y a une rentabilité derrière. Et on passe aux études de faisabilité, qui sont également subventionnables par des dispositifs publics. Hein, on a identifié un process, on dit que voilà, sur la récupération de chaleur, on a de la chaleur fatale qui se dégage, il y a un intérêt à venir la réinjecter dans une autre partie du process. Bon, est-ce que c'est rentable d'un point de vue économique? Il faut se poser la question. D'un point de vue économique, mais d'un point de vue technique. Si la deuxième partie du process est à 10 km de la première, bon, ça vaut peut-être pas le coup d'aller mettre des flux aussi loin. Donc il y a une partie technique et une partie économique. Et ça se fait à travers des études de faisabilité qui sont accompagnées, très bien accompagnées, hein, entre 50 et 80% de ces études qui sont remboursées par les entreprises. Donc là, on a fait les 3 premières étapes du chemin. Et ensuite, la partie la plus importante, c'est les aides aux investissements. Hein, on identifie, je reste sur ma chaleur fatale, je travaille par exemple actuellement sur une distillerie qui fait de la distillation, hein, qui fait de l'alcool, et qui à côté de son exploitation a un méthaniseur et vient récupérer la chaleur fatale de sa distillerie pour venir alimenter le méthaniseur. Et donc toutes ces installations coûtent cher et il y a des investissements, hein, des gros investissements qui sont là et des dispositifs qui viennent accompagner ces investissements. Donc en fonction du type d'investissement, en fonction des objectifs, les dispositifs ne vont pas être les mêmes. Le Décarb Inde, qui est un des plus connus à l'ADEME, c'est un dispositif qui va venir aider les entreprises à se décarboner. Il va falloir réaliser une économie de 1000 tonnes d'économie carbone. Donc ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises, pour toutes les usines, mais ici c'est des investissements, des subventions qui vont pouvoir les accompagner à hauteur de 30% des investissements. Pour les plus petites entreprises, je ne sais pas s'il est noté ici, c'est la slide juste après il me semble, c'est le Décarb Flash. Enfin, c'est un dispositif qui avait vu le jour en 2022 et qui avait été mis en stand-by par l'ADEME. On l'attendait depuis un moment, qui est ressorti le mois dernier. C'est pour plutôt des PME et des PME qui voudraient faire l'effort de se décarboner. Il y a des aides beaucoup plus abordables pour des investissements plus légers que pour des grosses ETI qui sont là pour faire énormément d'économies carbone.
Donc notamment le Decarb Flash, ça accompagne donc sur différentes thématiques, sur la récupération de chaleur fatale. Donc ça vient accompagner les industriels sur ce type d'investissement à hauteur de 30 à 50%. Sur l'efficacité énergétique, sur le mix énergétique, sur l'efficacité du bâtiment, sur l'isolation des bâtiments, et également sur les réductions de consommation d'énergie fossile sur la production d'ENR. Donc des dispositifs ici, un dispositif très intéressant qui accompagne. Donc c'est un dispositif qui vient à peine de ressortir. La première relève est en octobre 2025 et il y aura plusieurs relèves jusqu'à 2027. À côté des dispositifs nationaux, on a également des dispositifs régionaux. Donc chaque région est propre de sa politique en termes de décarbonation, mais grosso modo, il faut retenir qu'au sein de chaque région, il y a des dispositifs qui aident, en plus des aides de l'ADEME et de la BPI, les entreprises à se décarboner. Et encore une fois, il va falloir, pour un même projet, faire un petit peu d'ingénierie financière en se disant, voilà, telle dépense va être accompagnée par l'ADEME, telle autre dépense va être accompagnée par la région. Et ça, c'est notre travail au sein d'Axelium, d'accompagner nos clients pour leur dire, voilà quel est le dispositif le plus généreux pour vos projets et comment on arrive à mixer un petit peu tous ces dispositifs pour avoir la plus belle subvention. Ici, quelques exemples de réalisation. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a un certain... il y a notamment la première. La première, c'est donc le démantèlement d'une usine d'enrobé dans les Hauts-de-France. Une usine, quand je suis arrivé la première fois, c'était une usine des années 60-70 qui marchait au fioul. J'en avais jamais vu de ma vie avant d'arriver là-bas. C'était pollué, mais c'était une horreur. Et donc, ils ont travaillé complètement à la déconstruction. Et donc, ils ont détruit cette usine pour en reconstruire une toute nouvelle. Ils ont des process d'enrobé à froid aujourd'hui. Même la chaleur, ils continuent à faire des enrobés à chaud parce que les enrobés à froid, ça marche pas. C'est pas encore complètement, c'est pas suffisamment performant aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ont électrifié. Aujourd'hui, ils marchent à l'électrification. Ils ont installé avant, les granulés étaient à 5 km du site. Aujourd'hui, tout est rassemblé au même endroit. Il y a des tapis roulants qui permettent d'acheminer les matières premières. Et voilà, tout est fait, tout a été réfléchi, optimisé. Et voilà, c'était un projet c'était environ 12 millions d'euros. Ils ont pu avoir quasiment 3 millions d'euros de l'ADEME pour réaliser ce projet-là. Des projets moins conséquents, notamment le deuxième, une scierie en Nouvelle-Aquitaine qui, du fait des tempêtes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 99 et en 2000, il y a eu des grosses tempêtes en Nouvelle-Aquitaine et le massif landais a été balayé. Et donc, on a fait repousser des sapins, des pins à ce moment-là. Et aujourd'hui, on se retrouve sur beaucoup de bois de petit diamètre. Et il faut réadapter tout le parc machine des scieries pour traiter ces bois de petit diamètre que les anciennes machines ne pouvaient plus traiter. Et donc, ils en ont profité pour acquérir des machines avec des moteurs à aimant qui viennent économiser énormément d'énergie parce que dans les scieries, 80% du temps, les machines travaillent à vide. Donc elles travaillent, la scie tourne, mais elles ne scient jamais de bois. Et grâce à ces moteurs à aimant et ces moteurs à économie d'énergie, on vient économiser jusqu'à 50% des énergies électriques en passant d'une machine de ce type. D'autres projets, notamment des projets donc, de réduction des bétons zéro émission, ou en tout cas décarbonés, où on vient remplacer le ciment par d'autres matières premières, notamment le biochar. On vient remplacer une partie du ciment par le biochar. Le biochar, c'est du charbon qui est fabriqué à partir d'une biomasse qu'on pyrolyse, et donc ça crée du charbon et ça peut venir remplacer certaines matières premières. Et ce charbon, on le dit à émission négative parce que le biochar séquestre du carbone et donc c'est à émission négative. Et donc grâce à ça, ça a permis d'économiser du carbone. Un autre projet de la même société où on vient complètement
éliminer le besoin d'eau dans la production de béton. On remplace les alluvions, le granulat, par du granit et du calcaire, et ce qui vient en supprimer complètement le lavage des alluvions, et on vient supprimer tout le lavage et donc toute la consommation en eau. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, ce qui est important de voir, c'est que dans toutes les industries, dans beaucoup de projets, dans beaucoup de régions, il y a des sujets. Il y a des sujets. Les dirigeants d'entreprise sont souvent mal renseignés sur ces sujets de subvention et d'aide publique. Et c'est super important parce que quand on voit le prix, voilà, moi je vois des projets de ce type quasiment tous les jours. Et quand on parle de plusieurs millions, le ROI il est sur 15, 20 ans. Un industriel, il a du mal à prendre cette décision. Si 20%, 30% de cet investissement est remboursé par du financement public, l'industriel ne le voit pas de la même façon. Et là, ça peut vraiment être un déclencheur de la prise de décision. Bon, je vous en profite. Si vous avez des questions, on pourra en traiter après. En conclusion, eh bien, voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la décarbonation, ce n'est pas vraiment une option pour les industriels. On a vu en début d'intervention qu'une usine qui n'aurait pas initié sa décarbonation en 2030, eh bien, elle se verrait périclitée, parce que ses concurrents la dépasseraient et qu'ils ne gagneraient plus d'appel d'offres parce que les critères d'économie et d'émissions carbone rentreront dans les analyses. Et voilà, une usine qui polluerait ne verrait plus accéder à certains marchés. Que les financements publics, c'est la deuxième chose à retenir, c'est que les financements publics sont là pour accompagner les entreprises justement à faire ces investissements qui paraissent lourds mais qui dans l'avenir seront nécessaires. Et troisièmement, c'est peut-être se dire qu'il faut passer à l'action. Passer à l'action aujourd'hui ou bientôt, parce que, comme vous le savez, on fait face à des contraintes budgétaires en France. Cette année, c'est 30% en moins de subventions. Qu'est-ce que ça sera lors du prochain exercice budgétaire 2026 ? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais bon, ça ne va pas aller forcément dans le bon sens. Donc voilà. Aujourd'hui, il existe des subventions, des aides pour les entrepreneurs. Demain, on ne sait pas où on en sera. Donc il faut y aller. Voilà. Bon, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci. Je sais pas si... Oui, on a un petit peu de temps pour les questions, oui. Moi, bonjour, c'est juste une question un peu pratique. C'est quoi donc vous accompagnez des très grosses entreprises, enfin des gros projets, des moins gros projets, des grosses entreprises, des PME. C'est quoi votre modèle économique pour accompagner les entreprises ? Est-ce que c'est la même quand c'est des très grosses entreprises ou des PME ? Voilà, c'était juste pour avoir un peu d'infos là-dessus. Je sais pas si... Alors notre modèle économique, il est simple, il est au succès. C'est-à-dire qu'on se rémunère, alors on a une partie forfaitaire au démarrage de la mission, mais c'est faible, et ensuite on se rémunère au succès. Le fait, c'est qu'on porte le risque avec le client, se dire, voilà, on a identifié qu'il y a un dispositif qui est à votre portée, on vous dit qu'il est éligible, maintenant je ne peux pas vous certifier avec 100% de chance que dans 3 mois, il y aura encore de l'argent, vous serez éligible voilà. Donc on partage le risque et on se dit, voilà, si vous avez la subvention, on prendra une part du gâteau, pour vous dire le chiffre, on se rémunère à hauteur de 10% jusqu'à 500 000 euros de subvention et 8% de 500 000 euros. Mais voilà, parfois le projet ne va pas au bout. Parfois, finalement, il n'y a plus d'argent. Bon, voilà, ça arrive. Mais voilà, on prend le risque, donc on se rémunère au succès. Oui, ouais. Et même dans les dom-toms, on a des sujets à La Réunion en ce moment. Ouais. Voilà, la question c'est vous intervenez sur le même territoire. On l'entend pas, mais voilà, effectivement. J'avais une petite question, c'est évidemment lié, tout comme la réglementation, connaître les financements, c'est aussi faire de la veille juridique et réglementaire, et de la veille économique.
Quel conseil vous pouvez donner aux entreprises pour finalement être au fait de ces nombreuses subventions, qu'elles soient nationales ou régionales? De faire appel à nous. Hein. Alors, au-delà de faire appel à vous, y compris pour l'ingénierie financière, ça on l'a bien compris, mais ne serait-ce que déjà vers qui se tourner il y a des newsletters qui existent, à l'ADEME, à BPI France. Enfin, ouais. Alors, c'était une blague. Effectivement, donc, alors sur les sites de l'ADEME, ils l'ont refondu il y a quelques mois, il est plutôt bien fait. Les subventions sont indiquées. Sur les sites des régions, les dispositifs sont également renseignés. Après, et c'est pour ça que c'est complexe, c'est que les dispositifs, malheureusement, sur les sites sont rarement mis à jour. Les cahiers des charges font une 50aine de pages. Pour avoir une information, on arrive à avoir personne au téléphone. Et c'est pour ça que des cabinets comme le nôtre existent. Il y a bien une raison pour laquelle on existe, c'est que c'est compliqué de trouver l'information. Et de la centraliser surtout, et de la mettre à jour. Oui, en plus, mais ne serait-ce que, je dis à quelqu'un, va chercher de l'information sur ce dispositif-là, il va avoir des difficultés parce que malheureusement, l'ADEME, ils ne répondent pas au téléphone. Les mails, c'est des mails génériques où on a une réponse sous un mois. Bon, ça décourage beaucoup de nos clients. Nous, on a les numéros directs des personnes en charge, on a des réunions régulières et notre travail, c'est de faire de la veille. C'est de connaître les dispositifs, savoir s'il reste de l'argent, parce que ça aussi, c'est un sujet. Là, on travaille sur un sujet du bois énergie. Donc, les clients qui créent de la plaquette forestière, qui viennent alimenter des chaufferies. J'étais en train de construire un dossier pour un de mes clients qui est dans le Grand Est. 2 jours avant de déposer, il y a la personne de l'ADEME qui m'appelle, qui me dit ça ne sert plus à rien de déposer, il n'y a plus d'argent. 2 jours avant. Bon, et finalement, on a eu de la chance parce que mon client est un groupe qui est localisé sur plusieurs régions et notamment en Grand Est. Et dans le Grand Est, il restait encore en Bourgogne-Franche-Comté. Et en Bourgogne-Franche-Comté, il restait encore de l'argent. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est avoir les bons relais, savoir à qui poser les questions pour savoir s'il reste de l'argent aussi sur les dispositifs. D'accord. Une dernière question. C'est bon ? Très bien. Merci infiniment, monsieur Barbier. Merci à tous. Au revoir.